Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine, le ministre des Transports a réchauffé puis retiré une mesure à la suite de la grève des chauffeurs de camions. Dans le même temps, le ministre de la Communication a assuré au sujet des obsèques de la belle-mère du président que ni Bangou ni Nanga Eboko n'offraient la possibilité au président de la République d'y passer la nuit. Propos jugés scandaleux par un député RDPC. La communication gouvernementale a donc des acquis, mais surtout aussi ses dérives. Et c'est ce que nous allons revisiter dans cette édition. Voici Gislain et Pierre Essonneau avec le menu complet. Deux ministres, deux gaffes, deux sujets. Le ministre de la Communication est déjà attendu à l'Assemblée nationale. À bras ouverts, un ancien journaliste devenu député, Peter William Bandio, s'apprête à lui demander de présenter des excuses au peuple Bangou et à celui de Nanga Eboko. Au commencement, Issa Turma Bakari avait justifié le choix de l'enterrement de la belle-mère du président Paul Biya en Vomeka, faute des infrastructures ailleurs, à Bangou ou à Nanga Eboko. Pas d'aéroport, pas de voie de communication adéquate, rien ou presque pour accueillir le président de la République et 10 000 invités. Ce qui fâche le député, c'est que le ministre de la Communication oublie que la faute est précisément au gouvernement qui n'a rien construit. Ce qui fâche le député, c'est que le ministre de la Communication oublie que la faute est précisément au gouvernement. Et ce qui fâche les camionneurs, c'est la gaffe du ministre Robin Kili, obligé cette semaine de revenir sur une mesure interdisant la circulation des camions en diurne. Finalement, l'homme qui a pris l'hécatombe de BMAC seulement le lendemain a reculé en indiquant que la vitesse autorisée est de 40 km/h. Sauf que dans la réalisation de son film, il a oublié qu'il ne dispose pas de caméras de surveillance. La semaine Issa Turma Bakari et Robin Kili, parlons-en. Nigeria, Boko Haram brûle le cessez-le-feu. Au lendemain de l'annonce d'une trêve par le gouvernement, il y a eu un nouveau rapt de 60 femmes dans la localité de Ouagaga Mangou, province de la Damawa au Nigeria. Les ravisseurs ont été très gentils, puisqu'à chaque enlèvement, ils ont laissé 1500 naira, ainsi que des noix de cola en guise de dot, mais une dot sans palabre et donc sans consentement. Dans le même temps, la baisse d'attaque a été observée côté camerounais. Et ici, on dresse un bilan encourageant de la mission de sécurisation, plus de 4 mois après la guerre déclarée à la secte qui sévit dans l'extrême au Cameroun. Dans le follow-up, on dit que les nouvelles attaques sont le fait des factions dissidentes de la secte islamiste de Boko Haram. Pas question de ne pas faire le point. On joue au Sam Nujoma Stadium de Katutura en Namibie, où les Lions du football ont obtenu leur ticket pour le mondial de leur catégorie. Gaël Nganamouit et ses coéquipiers ont joué la finale de la CAN avec peu de tam-tam et tambour battant. Passons. On passe précisément parce que l'espoir est permis tant le football camerounais sera désormais l'affaire de la Fédération camerounaise de football. Justement, des élections courent là-bas depuis le 13 octobre dernier et elles devraient conduire le 29 novembre prochain à l'élection du successeur de Iya Mohamed. En l'état, le Recife est lié aux clubs affiliés en 2013 et 2014 qui n'ont pas le statut de membre de l'Assemblée générale élective et sur laquelle les regards sont braqués. Regards aussi braqués sur le tribunal arbitral du sport qui peut tout bouleverser si Abdourahmane et les autres ont gain de cause. Ce programme est votre rendez-vous hebdomadaire. L'émission est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. À votre suite, Gislain Pierre Essonneau, sachez, vous qui nous regardez, que vous pouvez réagir sur Facebook, sur notre page officielle, Canal Presse officiel. Donc, vous pouvez poser des questions par là. Invité de ce dimanche au débat, Rodrigue Tongué, bonjour. Bonjour, Carole. Vous êtes chef de service politique au quotidien Le Messager. Tout va bien pour le quotidien qui fait ses 35 ans? Oui, nous préparons les 35 ans, en effet. Le 17 novembre, c'est le 17 novembre 1979 que Le Messager a été lancé par Feu Pius Ndiaye, vous le savez, et nous comptons, nous disons que 35 ans, 35 c'est un chiffre particulier, et donc nous profiterons de l'occasion pour faire le point, et surtout que nous célébrons les 35 ans
après avoir célébré en juillet, ou bien commémoré en juillet, les 4 ans de sa disparition. Et pourquoi est-ce que vous avez annoncé la mort de Régine Bidjan cette semaine? Le Messager, à ce que je sache, n'a pas annoncé la mort de Régine Bidjan. J'ai appris sur l'antenne de Canal 2 que le Messager avait annoncé la mort de Régine Bidjan. J'étais surpris moi-même. Il y a eu simplement un article de Jean-François Chanon qui constatait qu'avec la mort de la belle-mère du président, Mme Boutchouan, il se retrouvait un peu esselé. La mort de Mme Boutchouan intervenant après celle du grand frère du président, de ses amis comme René Ounaïsomba, dont la mémoire va être célébrée demain, lundi, ou bien encore Ferdinand Oyono, mais il ne s'est jamais agi de Mme Ngonda, née Régine Bidjan. D'accord. Mais jamais alors. D'accord, on va relire le quotidien avec vous, sûrement la semaine prochaine. Georges-Alain Boyomo, bonjour. Bonjour Carole et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Vous êtes rédacteur en chef adjoint et chef de service politique quotidien Mutation. Je partage avec vous ces propos tenus par Samuel Fonkam Azou cette semaine à Yaoundé. Contrairement à certaines allégations relayées par certains médias, la crise perdure à Elekam et l'auteur semble bien connu. C'est selon lui le directeur général qui refuse donc d'installer les délégués régionaux nommés par le Conseil. C'est une insubordination, dit le président du Conseil. Qu'est-ce qui se passe réellement à Elekam, Georges-Alain? Alors, ce qu'il faut dire à vos téléspectateurs, c'est que l'affrontement entre la direction générale et le conseil électoral de l'ECAM est planifié dans les textes. Parce que justement, dans les textes qui créent et organisent l'ECAM, qui sont signés, qui sont promulgués par le président de la République, il y a un certain nombre de faiblesses, il y a un certain nombre de demi-gestes qui font que ces deux entités-là ne peuvent que s'affronter, ne peuvent que se regarder en chien de faïence. Ça, c'est pour les textes. Maintenant, il y a en plus que les responsables qui sont à la tête du Conseil électoral et de la Direction générale des élections s'illustrent par des égos, j'allais dire, surdimensionnés. Et donc, ça fait qu'on se retrouve avec des scènes qui prêtent l'offrande à une espèce de vaudeville. Je comprends mal que le président de la République instruise le secrétaire général adjoint de la présidence pour rapprocher les deux instances et qu'on se retrouve encore avec des déclarations aussi incendiaires comme celles qui ont été tenues cette semaine par le président du Conseil électoral, alors qu'on croyait qu'on s'avançait sûrement vers la sortie de crise. Mais il faut noter à l'attention de vos téléspectateurs que ces deux entités s'entendent pour l'essentiel pour le président de la République lorsqu'il s'agit des élections. On voit bien souvent que l'ECAM se comporte en sous-section du RDPC. Et là, vous n'avez pas de divergence, vous n'avez pas de rivalité entre le Conseil électoral et la Direction générale des élections. Simplement, la presse aurait pu faire l'impasse sur ces scènes de ménage. Oui. Mais il ne s'agit pas en réalité de scènes de ménage, parce que c'est symptomatique du modèle de gouvernance qui est en vigueur au Cameroun. Et surtout, il faut bien dire à vos téléspectateurs que c'est l'ECAM qui est chargé d'organiser la transition démocratique au Cameroun. C'est bien connu. C'est pour ça que la presse continue à s'intéresser à ce sujet. Et on en reparlera sûrement dans les semaines à venir. Cabral Libi, bonjour. Bonjour Carole, bonjour à tes nombreux téléspectateurs. J'ai dit tout plaisir d'être à nouveau là avec ceux qui se sont déjà présentés. Et avec vous, je partage cette information à la une de Camon Tribune vendredi dernier. On a appris que la stratégie pour la croissance de l'emploi a été évaluée cette semaine à Yaoundé. Le quotidien note que la construction des infrastructures avance à un rythme satisfaisant, mais les lenteurs dans les réformes exposent cette croissance à un essoufflement. Lupe Moutazier, le secrétaire général des services du Premier ministre, lui, il assure qu'il faut associer des projets structurants aux réformes structurelles. Tout le monde semble bien savoir ce qu'il y a à faire. Mais qu'est-ce qui bloque sur le terrain, Cabral Libi? Écoutez, ce qui bloque est évident. C'est d'abord les insuffisances ataviques de la stratégie pour la croissance et l'emploi que nous avons relevées depuis que ce document, puisque tout cela est sous-tendu par un document depuis que ce document est né. Le DSE? Je fais partie de ceux qui disent depuis qu'au-delà de la déclaration de bonnes intentions, il faut bien qu'on ait une lisibilité dans l'implémentation, une lisibilité dans l'évaluation, une lisibilité dans le financement. Nous ne sommes pas les premiers à établir des stratégies de croissance. Bien d'autres pays avant nous l'ont fait avec les succès que l'on connaît. Bon, au Cameroun, comme on aime faire dans la roublardise, on a décidé à un moment, pour des effets d'annonce et de montrer qu'on fait quelque chose, on a créé un document, on a mis des choses à l'intérieur. Il y a même des évidences qui sont outrageantes. Là-dedans, il y a des délais qui sont fixés à un certain nombre
d'activité, des délais qui sont échus depuis très longtemps, sans que personne ne s'en émeuve, sans que l'intention ait été concrétisée. Bon, j'apprends comme vous, par Cameroun Tribune, tant mieux qu'il y a une évaluation qui a eu lieu. Qu'on a pris conscience et des j'entends lenteurs. dire les mêmes choses que nous disons tous les jours. Alors, si c'est M. Motazé qui a été au fait de ce document, de cette stratégie, qui lui-même déplore le fait qu'il y ait une inadéquation dans les réformes qui sont engagées, mais je crois que tous les économistes de ce pays, à peu près bien intentionnés, parlent des réformes structurelles préalables qu'il faut pour asseoir une quelconque politique de croissance économique. Personne ne veut écouter. On est dans la gadgetisation. Mais avant d'en arriver là, je crois que tout récemment encore, j'en ai parlé, j'ai entendu parler d'un plan d'urgence. Un plan d'urgence, oui. Qui finalement a été validé, auquel on a associé beaucoup d'argent. Bon, peut-être un jour on l'évaluera aussi. Donc, de toute façon, je n'ose même pas parler des feuilles de route qui elles-mêmes sous-tendaient cette stratégie. De toute façon, il n'est jamais tard. Si aujourd'hui il y a une prise de conscience pour évaluer et qu'on arrive à des solutions courageuses qu'il faut entreprendre, tant mieux. Je ne me permets même pas d'en douter. Je suis très confiant. Merci à vous d'être venu. Félix Zongo, bonjour. Oui, bonjour Carole. Vous êtes l'un des conseillers techniques du ministre de la Communication. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous accueille par cette ire du président Alassane Dramane Ouattara. Il a décidé le 16 octobre dernier que les voyages des membres du gouvernement sont désormais décidés en Conseil de ministres. Ceci pour mettre fin à certains abus constatés. Son courroux part du fait que lors de son dernier séjour aux États-Unis, le Premier ministre avait dépensé 400 millions de francs CFA pour un voyage à l'initial budgétisé à 250 millions de francs CFA et qui avait mis une assistante ministérielle qui touchait jusqu'à 1 400 000 francs CFA par jour. C'est un exemple qui parle au Cameroun? Ben, écoutez, moi, j'en sais rien. Je ne sais pas comment les déplacements des membres du gouvernement étaient jusque-là organisés en Côte d'Ivoire, mais je sais comment ils le sont au Cameroun. Lorsqu'un membre du gouvernement doit sortir du Cameroun, même en séjour privé, à plus forte raison en mission, eh bien, c'est le chef de l'État qui autorise sa sortie, son déplacement. Donc, il reçoit un ordre de mission signé du ministre secrétaire général de la présidence, naturellement au titre des délégations de signature qui sont conférées à ce proche collaborateur du chef de l'État. À partir de là, comme toute feuille de mission, comme tout ordre de mission, on a la durée de la mission, on connaît le taux journalier d'allocation accompagnant cette mission à l'extérieur et on prépare un état, un bon d'engagement qui est présenté au ministre des Finances. Donc il n'y a pas de gabégie à ce niveau. Mais c'est impossible qu'il y ait gabégie. Alors je ne sais pas du tout comment cela se passe dans d'autres pays. Peut-être que dans ce pays dont nous respectons naturellement la souveraineté, les choses se passaient autrement jusque-là. Et nous prenons acte en tant que pays amis et frères de la Côte d'Ivoire de ce qui est en train de s'y passer. Messieurs, merci d'être venus. Je rappelle, Rodrigue Tongué, que vous êtes bien coordonnateur régional du Messager pour le centre, le sud et l'est. C'est l'un de vos postes que j'ai oublié en vous présentant tout à l'heure. Messieurs, je vous propose à l'instant de regarder le tour complet de l'actualité de la semaine. C'est la revue de presse de Harley Debondébé. D'abord, place à l'action qui s'intéresse à la vie des otages après leur libération. Selon le journal du RDPC, les Chinois ont été remis à leur ambassade. Pendant ce temps, la prise en charge des Camerounais se poursuit à l'hôpital général de Yaoundé aux frais de l'État. Intégration donne également la parole à certains ex-otages qui font des confidences sur leur détention et sur l'attaque perpétrée à Amchidé, pas plus tard que la semaine dernière. Là-bas, au front, dit Europe Plus, 3 généraux de l'armée camerounaise envoyés pour galvaniser les troupes ont plutôt choisi de rester à Maroua et non au champ de guerre. La guerre justement contre la criminalité phonique a conduit cette semaine à la saisie de 34 armes et 180 munitions, une opération menée selon le Messager à la périphérie du parc national de Nki, région du sud-ouest. On reste dans le sud-ouest, précisément à Bakassi, pour constater avec repère la grande désolation sur les projets de développement de la presqu'île. Chantier aux abandons, projets mal exécutés sur facturation et malversation, voilà 18 milliards de francs CFA dépensés pour rien. Désillusion dont les mairies, mutation rapportent que moins de 5% du budget national ont été transférés aux communes depuis 2010. Pendant ce temps, les ministres font du dilatoire pour freiner le processus.
un aveu d'échec pour l'administration territoriale et l'association des maires à 1 an de l'échéance fixée pour le transfert des compétences. Gaffe de Robert Nkili ainsi titré Mutation dans sa une du 21 octobre pour s'étonner de ce que le ministre des Transports dit avoir été au courant de l'accident de Biémassi que le lendemain de sa survenue. Un drame qui avait pourtant fait une dizaine de morts, en majorité des enfants, en plein cœur de Yaoundé. Et pour apaiser l'opinion publique, le patron des transports a réchauffé une circulaire signée des heures avant le carnage. Qu'est-ce qui va changer ou alors qu'est-ce qui va se passer après publication de cette circulaire? Pour reprendre la une du quotidien de jour, les camions gros porteurs sont interdits de circulation sur les voiries urbaines, précise le jour, entre 6h et 21h, tous les jours sauf les week-ends. Et du coup, la mesure n'est pas du goût des camionneurs qui demandent que l'interdiction soit levée. Le président de la Confédération générale des syndicats de transport du Cameroun, interrogé par le Messager, traite le texte ministériel des fiascos. Dans le même ordre d'idée, Cameroun Tribune réalise tout un dossier sur le transport urbain, casse-tête quotidien, état des lieux, regard croisé, piste de solution. À lire dans ce dossier en quart de ce numéro qui parle du difficile accès à la propriété pour nous autres jeunes dont l'âge varie entre 25 et 40 ans. Malgré le fait qu'on travaille depuis des années, chacun rêve pourtant d'être propriétaire d'un logement. Revenant au Messager qui parle comment la machine épervier broie ses victimes, évoquant au passage les cas Aboubakar Sidiki, Marafa Amidou Yaya et Nome Youmose et Maître Arissou, outre l'outrage au président de la République, le notaire de Marafa Amidou Yaya est poursuivi selon le quotidien Le Jour pour hostilité contre la patrie et révolution, complicité d'assassinat et port de détention d'armes de guerre. En sport, pied de une du quotidien bleu, 8 pays pour remplacer le Maroc au cas où le pays du roi Mohamed VI décide de ne plus accueillir la CAN 2015 pour cause d'Ebola. L'Égypte, le Soudan, l'Algérie, le Kenya, le Zimbabwe, le Ghana et surtout le voisin gabonais sont prêts pour faire la fête du football en janvier 2015. Décision attendue le 3 novembre prochain. Tout doucement, le Cameroun affûte les armes après son match nul et sa victoire contre la Sierra Leone. Mais, rapporte VBP Hebdo Sport, certains joueurs africains sont stigmatisés dans leur club là-bas en Europe pour avoir défendu les couleurs de leur pays. Le cas du Guinéen Lassa Bangoura du Rayo Vallecano en Espagne, Stéphane Bia de FC Séville toujours là-bas en Espagne, Henri Bedi Mossame, Kintonji, Bakary Koné et Mohamed Yatara de l'Olympique Lyonnais en France. Sur place au Cameroun, l'élection à la FECAFOOT fait jaser au sein de l'opinion. Selon investigation de Soleil Nyassa, David Mayebi et son Benga, John Begeninde, Abdourahman Baba, Alioum Aladji, ces acteurs du football camerounais sans bilan ni projet pour la FECAFOOT font du chantage au pouvoir public. C'est à lire. À dimanche. À dimanche prochain, allez des bons en DB. Cette semaine encore, l'actualité a été marquée par des commentaires à la suite des sorties des ministres, certains ministres de la République. D'abord, le ministre des Transports, Robert Nkili, au sujet de l'accident de Biémassi. Et nous commençons par les faits. Georges-Alain Boyomo, qu'est-ce qui s'est passé à Biémassi la semaine dernière? Il y a eu, comme beaucoup de Camerounais doivent le savoir, il y a eu un drame lié à l'imprudence d'un conducteur. Et sur le carreau, on a eu une dizaine de morts. C'était justement du côté de Biémassi, comme vous l'avez indiqué. Oui. Et le ministre des Transports, je pense que c'était le lundi. Lundi a été l'invité du journal de 13h sur la CATV. Il a indiqué que ce n'est que le lendemain de l'accident qu'il a été au courant de ce drame-là. D'accord. Et Mutation a estimé que c'était un affront terrible par rapport à la puissance publique, parce que la puissance publique doit prendre nécessairement des distances vis-à-vis d'un certain nombre de bourdes, de voies, de gaffes. Et donc, Mutation a estimé que c'était au moins une gaffe. Il y en a qui ont suggéré qu'on mette à la une bourde, mais comme Mutation, c'est un journal citoyen, un journal poli, on a mis gaffe. D'accord. Mais ça n'enlève rien à la gravité des propos du ministre. D'accord, on y arrive. Hein. Félix Zogo, la presse et ceux des citoyens qui sont intervenus dans les journaux tant parlé que écrit cette semaine s'offusquent de ce que la première réaction du ministre ou du gouvernement ne soit arrivée que 5 jours après le drame. Est-ce que vous comprenez leur courroux? Bon, je voudrais, si vous permettez, peut-être compléter un tout petit peu les faits. Oui. Parce que Georges Alain, il a parlé un tout petit peu des faits et puis il a parlé de ce que son journal a dit. Il se trouve que, d'abord, il s'agit d'un accident.
Qu'est-ce que c'est qu'un accident? C'est quelque chose qui arrive et qui n'était pas prévu, tout simplement. Oui. Donc, il y a dans un garage un véhicule, un poids lourd, qui est en panne et qui est garé à l'intérieur du garage. Le propriétaire du véhicule retire la clé et rentre avec la clé chez lui. Voilà donc un employé totalement indiscipliné, un apprenti mécanicien, rentre là-bas, prend un tournevis et parvient à faire démarrer le camion sans la clé. Sans la clé. Et décide de le conduire sur la voie publique. Évidemment, le véhicule était au garage parce qu'il était en panne. Oui. Et donc, ce qui devait arriver, mais disons, ça aurait pu ne pas arriver, mais malheureusement, c'est arrivé, eh bien, arrive, et puis on a le drame que décrivait donc Georges Alain. À la montée des Sœurs, voilà, les freins lâches et tout lâche. Les freins lâches et tout, et puisque le véhicule camion était se retrouve dans une... Voilà en réalité ce qui se passe. Oui. Donc, le drame est noué. Maintenant, le gouvernement, vous me dites, a attendu, je ne sais pas, 5 jours. Avez dit quoi, un mois? 5 jours. 5 jours. 5 jours, Félix. Pour pouvoir réagir, mais je pense que l'information était connue. Oui. L'information était connue. Relayée par la presse privée, forcément. Voilà, par la presse. Oui. Par la presse, comme vous voulez. La presse privée est là, la presse publique est là. Bon, Oui. mais enfin, le but, c'est informer les populations. Soit, oui. Donc, pourquoi mettre le gouvernement en accusation? Pourquoi mettre le fait que le ministre des Transports n'a été au courant que le lendemain? Ne soit arrivé sur les lieux que 5 jours. Voilà, ne soit arrivé sur les lieux que 5 jours. Mais vous savez, un ministre, ça dirige un ministère. C'est-à-dire qu'il y a des services dans ces ministères, il y a des structures qui sont là. Et lorsque le ministre ne peut pas, pour des raisons diverses, peut-être être sur le terrain, il va s'en dire... Le décès, les obsèques de Mme Bouchouan. Bon, même si ça avait été les obsèques de Mme Bouchouan, vous n'apprendrez rien à personne. Aujourd'hui, nous ne pourrons apprendre rien à personne pour savoir quelle est la déferlante institutionnelle qui a caractérisé ces obsèques. Oui. Encore que pour le ministre Nkili, comme tout est bon à polémique, même pas la mémoire des morts n'effraie aujourd'hui, n'est-ce pas, les polémiqueurs. Peut-être que le ministre Nkili n'y serait pas allé, qu'on aurait vu autre chose du genre, c'est parce qu'il serait peut-être proche de l'ancienne première que donc par rivalité. On aurait interprété, donc de toutes les façons, voilà. D'accord, on aurait trouvé matière à polémique. Donc voilà, alors donc, aujourd'hui le drame est là. Oui. Il est pris en charge forcément par le gouvernement du point de vue de ses conséquences. D'accord, donc vous dites que ce n'est pas forcément le ministre qui devait être là, les services compétents étaient déjà là. Le ministre, je ne suis pas dans les secrets du cabinet du ministre des Transports. Oui. S'il est descendu sur les lieux, il est quand même descendu sur les lieux. Il y a des drames qui existent où on ne voit pas des ministres. Donc c'est qu'il a estimé que c'était le moment le plus opportun pour qu'il descende. Mais je pense qu'il s'est suffisamment tenu informé en tant que ministre responsable. Mais la mort d'une dizaine, on a d'ailleurs dit qu'il y avait je pense, une autre victime qui a dû... 2 victimes ont succombé à l'hôpital, oui. mais ne peut laisser personne indifférent. On ne peut pas penser que parce qu'on est membre d'un gouvernement, on est moins touché par un drame comme celui-là. Surtout qu'il est du fait d'une irresponsabilité inadmissible. On poursuit sur la question. Et avec vous, Rodrigue Tongué, Georges-Alain Boyomola dit tout à l'heure, en reprenant les propos du ministre, qui avait indiqué lors d'une interview au Poste national à CRTV, en rappelant le contexte dans lequel l'accident intervient, il dit, vous savez, dit-il, le jeudi, on était occupé, on devait se déplacer de Yaoundé, on l'a appris vendredi matin, nous n'étions pas là, l'accident s'est produit. L'excuse des obsèques de la belle-mère, ça passe mal, non, Rodrigue Tongué? Il n'y a même pas d'excuse qui passe. Robert Killier, ministre des Transports, et on dit que sur la voie publique, il y a eu un accident de la circulation qui a fait une dizaine de morts et environ une vingtaine de victimes au total. Oui. Tout le monde s'en est ému. Même la presse internationale, c'est-à-dire que des gens placés à 1000 lieues, à des années-lumière du lieu de l'accident, ont réagi sur l'affaire et que le ministre des Transports, c'est-à-dire que la personne ressource, qu'on appelle en journalisme la voix autorisée pour parler de cette affaire, ne soit pas au courant. L'excuse qu'il donne, c'est qu'il était aux obsèques de la belle-mère. Je ne connais pas les relations. Non, il n'était pas là tout court.
Oui, mais Vous c'est lui pouvez- qui donne. Il n'était C'est pas lui qui là. donne. C'est lui qui le dit. Bon, voilà. C'est pas moi. Il a été surabondant sur ses explications, mais il aurait simplement pu dire Non, qu'il mais n'était pas disponible. c'est lui qui le dit, c'est pas moi. C'est Jusqu'à peut-être maintenant, de c'est cette pas moi. économie-là dont on C'est lui qui parlera. le mais dit. c'est- Je ne vais pas lui faire de procès pour ça parce que je ne connais pas l'état ou le niveau des relations entre le ministre Kili en tant qu'individu, c'est-à-dire intuitif personné. Oui. Je ne sais pas quel est l'état des relations entre Robin Kili et la famille présidentielle ou la défunte ou la elle-même, défunte. d'ailleurs. Oui. Mais ce que je sais, c'est que il n'a pas à dire au public que parce qu'il réglait une affaire privée, il n'a pas pu résoudre les problèmes qui concernent sa charge. D'accord. Et puis, je voulais le dire en passant, Félix Zogo signale qu'il y a eu une déferlante autour de l'affaire, mais le même jeudi, le ministre Ouna Grégoire faisait parvenir à la presse une tribune libre où il accusait les journalistes De d'en s'immiscer avoir dans la fait vie trop privée, oui. pour cette affaire, l'affaire des obsèques de Mme Botchouan. Oui. Or, nous, quand on a reçu le document à la rédaction, on s'est demandé si le ministre Ouna ne sait pas qu'il y a une dizaine de Camerounais qui sont morts à Biémassi. Et on s'est demandé finalement qui en fait trop autour de cette affaire. Peut-être le gouvernement en faisait trop aussi, selon vous. Alors, Cabral Libis, ce qui choquerait les populations, ce serait qu'il y ait des morts plus importants que les autres. Non, en fait, mort tout court, ça choque. Qu'on Et puis, délaisse des morts au profit des autres, pour accompagner les autres. C'est Je ne peut-être suis ça pas le sûr problème. que ces obsèques étaient privées. Hein. Je crois qu'il y a eu un décret du chef de l'État C'était dans l'article d'intimité, qui tout changeait au le moins. statut de ces obsèques. Je crois. Ce qui fait que... Un communiqué près du Cabinet civil, je crois. Voilà. Décret. Qui a changé le statut de ces obsèques, qui aurait dû se dérouler dans la stricte intimité des Donc, tout à concernés. fait, c'est ça dont on devait y aller. Donc, le L'appel à cabinet la civil s'y couverture fait étant par le mêlé. Microm. Je pense même qu'ils avaient, notamment les membres du gouvernement, ils y avaient été conviés. D'accord. C'est le terme. Ils y avaient Il n'y été. avait pas de communiqué qui conviait les membres. Ils avaient, de toute façon, Oui. compte tenu de ce ce que contexte, le cabinet justement. civil s'était saisi de ces obsèques, que c'était devenu national, Oui. le chef de l'État s'y rendait, les membres du gouvernement s'y sont déportés. Donc, je ne sais pas si c'est une excuse, mais ils y étaient. Je ne pense pas qu'ils avaient vraiment le choix. D'accord. Maintenant, est-ce que lorsqu'on est aux obsèques, ça empêche que la République continue à fonctionner? C'est comme si vous me disiez que si on avait bombardé et tout dit ce jour, personne n'aurait réagi au prétexte qu'on est aux obsèques. Je crois que les vies se valent, en tout cas aux yeux de Dieu. Et que lorsque les hommes sont morts, je pense que ceux qui sont en charge de ce type de dossier ne doivent pas s'autoriser des sorties malheureuses, du genre que j'ai entendu là. Le silence aurait suffi pour qu'on comprenne, ou même pour qu'on excuse. Je pense, mais venant de Robert Kili, en réalité, ce n'est pas très étonnant. Pourquoi? C'est parce que parfois nous oublions vite. Moi, je me rappelle que Robert Kili avait signé un jour, en utilisant les sceaux du ministère, un communiqué invitant tous les services centraux et déconcentrés à la messe d'action de grâce organisée chez lui lors de son anniversaire. Donc, s'il a, lui, vous savez, c'est comme ça. Donc, M. Robert Kili. Et puis, il en a un peu l'habitude. Donc, D'accord, venant de merci. lui, moi, ça ne m'étonne pas beaucoup. Donc, Merci. maintenant, Oui. donc il a Terminer habitué un sur peu aux cette sorties question, s'il vous malheureuses plaît. comme ça. Oui. Maintenant, et ça ne s'arrête même pas là. Peut-être par la suite, on va parler du rétropédalage. On y vient Par la justement, suite. on y arrive avec vous. Mais Félix il faut Zogo. bien noter Oui, que ce qui est pour terminer, choquant, oui. c'est sa sortie. Il aurait vraiment pu se taire, que cette affaire se serait passée, les gens ont été endeuillés et tout ça. Et s'il se taisait, vous auriez encore fait un branle-bas sur oui, il n'a pas pris la parole, il n'a pas adressé les condoléances officielles aux familles. À la suite de l'accident du 30 septembre dernier à Ndokoti, qui avait déjà fait au moins 8 morts, le ministre des Transports avait donc pris une mesure contenue dans une lettre circulaire signée et diffusée le jour même de l'accident de Biémassi, c'était donc le 16 octobre. Il interdisait la circulation des camions gros porteurs sur la voirie urbaine entre 6h et 21h tous les jours, sauf le week-end. Il y a aussi la limitation de vitesse de circulation à 40 km/h pour tous ces camions vides ou chargés. On aurait dit que c'est une mesure salutaire, non, Félix Zogo? Oui, au regard des informations qui étaient à la disposition du ministre des Transports, je suppose, puisqu'il est le responsable de ce secteur, il a cru qu'il était opportun, en tout cas qu'il était fondé de prendre une telle mesure, et il l'a prise. Il l'a prise au moyen d'un levier que tout le monde connaît Oui. en matière d'action administrative, ça veut dire les actes administratifs qui sont unilatéraux. Qu'on lui fasse aujourd'hui le procès peut-être... De n'avoir pas consulté ou concerté les autres. Mais c'est un acte administratif unilatéral, par essence. Il est donc unilatéral.
Et donc, il expose celui qui le prend à des obligations de redressement a posteriori lorsque, n'est-ce pas, il se rend compte que cet acte, quelque part, non pas qu'il n'était pas opportun, parfois même, il peut se rendre compte qu'il était inopportun, et il le redresse parce qu'un acte administratif a un régime juridique bien connu qui est enseigné dans toutes les facultés de droit, c'est-à-dire qu'il a une entrée en vigueur et il a aussi une fin. Une fin soit par le retrait, soit par l'abrogation. C'est prévu. C'est prévu pourquoi? Parce qu'il s'agit d'actes administratifs. Et un acte administratif, il se prend à partir d'une situation où on n'est pas opposé à d'autres positions. Donc, a posteriori, soit le juge, lorsque on estime que l'auteur de l'acte ne l'a pas redressé, le juge administratif peut ordonner soit le retrait de cet acte, soit son abrogation, ou alors l'auteur de l'acte lui-même. Oui. Il n'y a donc absolument rien d'humiliant, ni... D'avoir retiré cette... Non, mais pas du tout, c'est prévu. C'est prévu même par le régime même de l'acte. D'accord, merci. Rodi Tongue, certains disent quand même que la mesure a été très mal accueillie par les conducteurs. La presse l'a dit, les conducteurs et propriétaires des camions qui ont estimé que ils n'avaient pas été consultés, que cela générait des énormes pertes, qu'ils ne savaient plus à quel régime se vouer, puisqu'il y avait des textes antérieurs qui leur demandaient déjà de ne pas circuler dans la nuit. Donc, du coup, ils ne savaient plus comment est-ce qu'il fallait s'y prendre, quoi. Donc, il y avait un flou qui persistait dans le secteur. Oui, comme Mutation le dit, c'est un communiqué c'est une mesure qui était prise antérieurement, qui a été réchauffée simplement. Le ministre qu'il y a certainement réagi dans l'urgence sans sous-peser tous les éléments qui lui parvenaient. Oui. A-t-il consulté ses conseillers techniques? Je ne sais pas. A-t-il consulté les syndicats du secteur de transport? Ça, c'est au moins, c'est sûr que c'est non, puisque... Ils auraient dit qu'on n'en a pas besoin parce que c'est... Oui, dans l'absolu. Mais je crois que c'est sous la pression, la preuve qu'il aurait pu les consulter et qu'il aurait dû les consulter, c'est que c'est sous la pression des syndicats des transporteurs que le ministre qu'il y a fait son rétro-pédalage. Oui. Donc, il aurait pu le faire avant. Mais maintenant, je me mets à sa place, je me dis qu'il fallait quand même prendre un acte. Il fallait dire quelque chose, il fallait faire quelque chose tout au moins pour consoler. Je parle de la mesure, je parle strictement de la mesure. Il fallait faire quelque chose pour consoler les gens qui sont morts. On s'est dit, on peut frapper sur les camionneurs, mais maintenant, les camionneurs ont sorti de leur mouchoir d'autres arguments qui sont avérés pertinents. Maintenant, le ministre Kili est revenu sur sa démarche. Et je note quand même qu'il fixe la limitation de vitesse à 40 km/h entre 8h et 21h. Oui, on reste dans la on peut circuler maintenant à 40 km/h. Mais Cabral Libye, est-ce qu'en matière de communication, il suffit de dire d'abord, après d'aller... concocter des actes qui vont ensuite être posés? Parce que je pense qu'en matière de communication, ce n'est pas parler, mais c'est de vendre des actions qui sont posées, des solutions opérationnelles qui se prennent après qu'on ait quand même étudié la crise pour le cas d'espèce, non? Surtout que là, vous évoquez la communication institutionnelle. Bien sûr. Donc, elle a pour but de rassurer. Donc, elle renseigne sur l'engagement des pouvoirs publics à résoudre un certain nombre de problèmes. Et je crois que, et là, encore que si on va parler de communication gouvernementale, on aurait tellement de choses à dire. Mais là, et je reviens à ce que M. Zogo disait tout à l'heure, on est en réalité dans la publicité d'un acte administratif unilatéral, qui est l'une de ses conditions de validité. Un acte administratif, pour qu'il soit valide, il faut qu'il fasse l'objet de publicité. Donc, il a rendu public un communiqué qu'il a pris visiblement dans l'émotion. Mais je vous ai dit, avec M. Robert Nkili, généralement, il prend des décisions dans l'émotion. Et il s'est rendu compte, par la suite, que sa décision était malheureuse, parce qu'elle n'avait pas tenu compte d'un certain nombre d'éléments tout aussi pertinents, notamment caractère économique, parce que ces camionneurs, c'est eux qui ravitaillent et autres. Il y a les camions citernes, il y a les camions brassicoles. Effectivement, on a parlé d'essence et tout ça. Oui, oui. Par contre, mais je ne sais pas si vous avez vraiment lu la lettre circulaire, la première. Parce que dès la phrase d'attaque, moi, ça a retenu mon attention. Il engage en disant que compte tenu des statistiques dont il dispose par ses services compétents, il est établi que la grande majorité des accidents qui surviennent dans la voirie au Cameroun sont dus aux gros porteurs et aux camions. Oui. Ça veut dire qu'à son niveau, il dispose
de statistiques en la matière. Donc l'accident, le fameux accident, ce n'était qu'un accident. Oui. On n'a pas attendu cet accident pour disposer de statistiques. Oui. À moins qu'il nous parle de la seule statistique de l'accident De qui 37 défraie la ans chronique. et celle du 16 Il y en a octobre. plusieurs et ils ont établi des statistiques. La question qu'on se pose, c'est que fallait-il attendre cet autre accident pour nous annoncer qu'il y a des statistiques que nous ne connaissons malheureusement pas encore et pour prendre des décisions à l'emporte-pièce. Parce que malheureusement, ce qu'il y a à faire, ou bien heureusement, est connu, Carole Yemelon. Qu'est-ce qu'il y a à connu, faire? notamment sur les gros porteurs et les camions. Il y a une loi qui existe au Cameroun sur la protection du patrimoine routier. Elle date du 8 avril 1996. Et si vous lisez cette loi, elle vous dit, c'est elle qui institue le contrôle technique, Oui. par exemple, des véhicules. C'est elle qui vous dit quelle est la longueur d'un gros porteur, quelle est sa hauteur, quelle est sa largeur, quels sont les prototypes homologués au Cameroun. Oui. Mais en la matière, il y a un désordre total. Et les autorités ne réagissent toujours pas et donnent parfois l'impression qu'elles sont complètement dépassées par la situation. Alors, dites-moi, lorsque vous prenez une décision, je suis même d'accord qu'on la prenne dans l'émotion. Vous ne circulez plus de 6h à 21h ou alors réduit à 40. Mais allez voir les véhicules qui circulent sur nos routes tous les jours. Le contrôle technique, comment est-ce qu'on l'obtient? Le certificat technique pour circuler, comment est-ce qu'on l'obtient? Allez voir la corruption qu'il y a à l'intérieur. Mais allons au-delà. Revisitons la qualité de la voirie. Revisitons l'utilisation de la voirie ou alors la rationalisation de l'utilisation de la voirie. Je crois que son communiqué aurait été plus intéressant s'il était passé au-dessus de l'émotion et qu'il avait peut-être élargi la concertation, non pas seulement à ses services compétents. Et là, on revient dans la communication gouvernementale, il y a une coordination. Un gouvernement incoordonné aura une communication incoordonnée, n'en déplaise à M. Zogo. C'est que si on apprend à agir unilatéralement, comme il a dit, c'est-à-dire on s'assoit dans sa chambre et on décide des choses, alors qu'on est en train de statuer sur des secteurs en réalité qui touchent à d'autres départements ministériels, sécurité, ainsi de suite. Alors, on arrive toujours à des conclusions comme celle-là. Félix Zogo, justement, il y a un journal qui a qualifié cela de gouvernance à l'aveuglette et de l'incohésion de l'action gouvernementale. Vous vous retrouvez dans ces propos? Moi, je n'ai pas l'habitude de parler de ce que je ne connais pas. Je ne suis pas un spécialiste des transports. Ce monsieur qui l'a dit, je ne sais pas s'il est un spécialiste du management public, mais je n'ai pas l'habitude de parler de ce que je ne connais pas. Alors, permettez-moi de parler de la communication. Un tout petit peu de la communication, bien sûr, que j'ai la prétention de moins mal connaître. Une prétention, je pense, on me concédera qu'elle soit un tant soit peu légitime. Bon, alors, c'est-à-dire que lorsqu'on décide de Pour ceux qui ne savent pas, vous l'enseignez. Ils le savent tous, de toute façon. Allez-y, docteur Zogo. Alors, donc, lorsqu'on décide de communiquer, on peut communiquer pour avoir un effet d'essai, de voir comment est-ce que on pourrait réagir au cas où cette mesure venait à être prise. On peut aussi communiquer pour susciter une certaine émotion. Ce n'est pas un crime communicationnel en termes de stratégie de communication que de communiquer pour créer une émotion. En sachant très bien que une fois le fait émotionnel, je ne dis pas que cela était forcément le cas, oui. je parle de façon très théorique. Oui. On peut dire, je vais parler, ou bien je vais poser un acte qui parlera de lui-même pour produire une certaine émotion. On peut aussi, en fait, décider, si vous me passez l'expression, de refiler la patate chaude à d'autres. Oui. C'est-à-dire, vous avez vu, j'ai pris, mais c'est eux. C'est eux qui ne sont pas d'accord. Vous avez vu, ils ont décidé de prendre, ils ont décidé de prendre le Cameroun en otage. Bon, je ne peux pas accepter le principe d'une grève. Je suis obligé de revenir sur cette mesure. Parce que la communication s'inscrit dans une stratégie. Et contrairement à ce que ces gens peuvent penser, eh bien, le gouvernement, l'administration, par essence, est un appareil. C'est un appareil. Lorsque on prépare ces décisions à l'intérieur du système gouvernemental, malheureusement, tout le monde n'est pas là. La presse notamment n'est pas là. Alors, lorsqu'il faut juger, il faudrait juger, je pense, avec un peu de circonspection. C'est-à-dire prendre des hypothèses. Si ça s'est passé de telle manière, alors on peut conclure que c'est ceci, mais il se pourrait que cela se soit passé autrement, d'une autre manière. Maintenant, s'agissant des... pour revenir d'un mot aux actes administratifs qui sont pris, oui. Le régime même de ces actes a prévu qu'ils puissent produire des effets qui justifient à un moment donné leur
réorientation Oui. ou leur redressement. Sinon, on ne parlerait pas de retrait ou d'abrogation. Vous savez, le retrait, étant donné que l'acte peut avoir produit des effets positifs, la question des droits acquis fait que pour retirer un acte, eh bien, il faut vraiment que cela s'impose. En revanche, on l'abroge parce que les effets ne valent que pour l'avenir, au cas où il y aurait eu, n'est-ce pas, des acquis par le passé. Donc, nous sommes dans un système où les gens parlent de ceux qui ne connaissent pas. Et ceux qui connaissent ne parlent pas beaucoup. Non, ils parlent justement parce que non, ils parlent justement, mais ils sont mis en procès de façon intentionnelle. D'accord, merci. Et donc voilà un peu comment moi j'essaie de le comprendre. Merci. Georges-Alain Boyomo, vous avez parlé de faillite globalement en disant que comme le quotidien, le jour que le gouvernement a manqué un peu d'humanisme, il aurait pu se mobiliser, aller en rang serré. Vous aurez bien voulu voir le ministre de l'Éducation de base, le ministre de la Communication et bien d'autres ministres auprès de ces familles endeuillées. Et qui est-ce qui a fait faillite à votre niveau? Merci de me rassurer que je fais toujours partie de votre panel. Il était complètement oublié. Ça n'avait pas été sucré. Alors, si vous permettez que je revienne d'abord sur ce que Félix Zogo a dit tout à l'heure, je pense qu'avant de parler du contenu de la communication, il faut parler de l'opportunité de communiquer ou non. Et je crois que c'est ça qui est en cause dans les différents cas qui ont été évoqués ici. Parce que ce qu'il faut également dire aux téléspectateurs, c'est que le silence est une forme de communication. Et je pense que, vu les circonstances dramatiques, le ministre des Transports, à défaut de choisir une stratégie de communication qui ne va pas davantage créer l'émotion et la douleur, aurait pu se taire simplement. Donc, maintenant... Et vous ça, c'est votre opinion. Ça, c'est votre opinion. Vous auriez dit, ah, mais pourquoi ils se taisent? Ils ont peur de parler de Guérandi, c'est pour ça qu'ils se taisent. Vous Guérandi, c'est autre chose. Alors, sur l'affaire Guérandi, vous dites maintenant sur l'éventail des responsabilités. De la défense. Il faut d'abord voir que cette affaire arrive dans un contexte particulier où on a vu des ministres se mobiliser plus que d'ordinaire pour les obsèques de la belle-mère du président de la République. Alors, au même moment, on a un événement qui concerne pas une seule vie, mais une dizaine de vies. Alors là, on constate que le même gouvernement qui se mobilise pour les obsèques de la belle-mère du président, en grand nombre, et parfois en déversant parfois des larmes hypocrites ou en prenant des postures, en affichant des mines hypocrite, ces larmes. Hein? Donc, c'est tout cela qui interpelle le journaliste. Vous vous rendez compte, ça dit, il y a un accident de cette ampleur-là, dans des établissements scolaires, on enregistre 1 ou 2 morts, voire 5 morts. Oui. Aucun ministre en charge de l'éducation ne se mobilise, ne serait-ce que pour aller au chevet de ces établissements-là. Je ne veux pas parler du ministère des Affaires sociales ou d'autres ministères qui, dans des ou même sur la communication, qui aurait pu nous dire exactement ce qui s'est passé. Parfois, même quand il ne faut pas le faire, on aurait pu au moins s'attendre, peut-être pas communiquer uniquement sur l'accident de Biamassi, communiquer sur l'accident faire un package, Ndokoti, Biamassi, et parler des mesures prises par le ministre de Transport. Bien sûr, tout cela doit se faire vraiment en symbiose. Tout cela doit être fait en résonance avec l'ensemble des ministères. Parce que comme Cabral l'a dit tout à l'heure, lorsque le ministre des Transports sort dans ce qui apparaît pour ma part comme un one-man show, il a bien vu que son one-man show est resté en travers de sa gorge. C'est-à-dire s'il avait associé tous les services compétents par rapport à la sécurité routière, on se serait retrouvé pas avec ce rétro-pédalage qui ne fait pas honneur au gouvernement, on se serait retrouvé avec quelque chose de construit, quelque chose de bien élaboré, et les résultats seraient certainement... D'accord, Bodi Tong, 1 minute, et puis on va passer au reportage la semaine très rapidement. Oui. Pour dire à la suite de Georges Alain qu'il faut savoir à qui s'adressait le message du ministre Nkili. Parce que Félix Zogo parlait de situation de communication. Situation de communication, il y a quelque chose de basique. Il y a quelque chose de basique. C'est qu'il y a un émetteur et un récepteur. Qui était le destinataire du message? Peut-être le président de la République, peut-être la première dame, peut-être que le ministre Nkili était en train d'indiquer à la première dame que j'ai tellement pleuré ta mère que j'ai oublié de faire mon travail. Non, mais moi, je suis et dans un pays où tout le monde est attentif sur les signes qu'envoie le palais, il ne faut pas prendre ça à la légère. Non, mais moi je dirais... les destinataires de sa lettre circulaire sont identifiés dans la lettre. Non, je parle d'interview. Mais l'interview, il n'était pas au courant parce qu'il était au deuil de la belle-mère. Ok, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce n'était qu'une publicité. Non, moi ce que je voulais dire en un mot, c'est que lorsqu'on s'engage à faire des choses auxquelles on n'est pas habitué, auxquelles on n'est pas préparé, on les fait mal.
On est dans un pays où il y a une césure permanente entre ceux qui nous dirigent, en tout cas ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Il y a dans des moments où ils s'autorisent une blague comme celle-là, il veut aussi faire semblant d'être proche des populations et ça donne le résultat. Donc je pense que c'est aussi une interpellation sur l'image que le gouvernement renvoie. Mais moi, ça ne me rassure pas, moi qui suis à Yaoundé, de voir qu'après un accident, mais ça aurait pu être l'enfant ou le petit frère de l'un d'entre nous, peut-être qu'on dirait des choses autrement. Il s'agit de mort d'homme. Et moi, ça ne me rassure pas d'avoir un ministre des Transports qui, après un drame comme celui-là, s'autorise des blagues, il dit une chose, il change le lendemain. On est dans un vaste amusement. Pour moi, ce n'est pas un amusement. On devrait avoir un gouvernement beaucoup plus rassurant qui nous donne l'impression qu'il anticipe sur un certain nombre de choses et qu'il est proactif. D'accord. Mais messieurs, je vous suggère de regarder le reportage de la semaine qui est réalisé à la suite de cet accident de Biémassi et bien sûr le courroux des conducteurs de camions qui a donc abouti à ce retrait de cette lettre circulaire de Robert Kili. Le reportage de la semaine est réalisé par Arnaud Gueffak et Constant Kamga. Un camion alias Master Killer. L'engin a fini sa course dans une boutique, tuant et détruisant tout à son passage. Même les mamites pleurent. Événement des curieux en milliers autour du drame au quartier Biémassi à Yaoundé. Un jeudi noir qui se raconte avec émotion. C'était aux environs de 16 h quand on a suivi un choc violent à l'intérieur de la maison. On est sorti, on a accouru. Il y avait plusieurs personnes qui étaient étalées, les enfants étaient couchés, le sang partout. Je pouvais reconnaître plusieurs tenues, les enfants de Nescas, la montée des sœurs, les enfants de Flémy. Il y avait plusieurs enfants qui étaient couchés. On dit que l'auteur principal serait un apprenti mécanicien. On dit que ce véhicule était dans un garage et qu'un mécanicien a décidé d'aller essayer. A pris un tournevis pour démarrer le véhicule. Le chauffeur du véhicule étant à côté, conservant les clés. Le choc est grand. L'idée du bilan met en guerre les chiffres de l'opinion et de l'autorité. Le bilan provisoire se chiffre à 6 morts et à 12 blessés graves qui sont disséminés dans différents hôpitaux. On estime environ 18 morts sur place. Et il y a beaucoup de blessés, beaucoup d'enfants blessés à l'hôpital. Les pompiers ont vu 3 morts. Et ça, c'est clair. Alors, les autres, on les croyait certainement morts parce que vous imaginez un peu quand la rate éclate, quand l'estomac a un problème, le sang jaillit partout, l'enfant ou le jeune homme est complètement inconscient, on dit qu'il est mort. Les victimes sont en majorité les élèves de la National Educational Service College of Art and Science. 10 victimes, dont 3 morts, consignés au babillard, comme pour appeler à un hommage collectif en leur destination. Direction hôpital de district de Biémassi. Que de cas internés, mais à chacun son histoire selon ses souvenirs. J'étais couchée dans ma chambre, je voulais un peu me reposer. Subitement, j'ai suivi un bruit. Au moment de soulever la tête, je ne pouvais plus me retrouver sous un mur. Donc, je touchais seulement les glacés comme les tampicots. Réaction du ministre des Transports. Interdiction de circuler aux heures et jours ouvrables des camions et tout engin lourd dans les centres urbains. Les textes aujourd'hui, pour 2 raisons. D'abord en guise de rappel et deuxièmement en guise de renforcement des mesures. Carrière de sable d'Olembe, lieu dit Pétrolex. Immobilité absolue pour des camions, leurs chauffeurs au billard distractif et en mouvement pour protester la mesure ministérielle. Une application à tue-tête. Nous exécutons la décision du ministre. Pour ne pas circuler dans la rue, il faut garer. Je n'ai pas quelqu'un qui peut me nourrir. C'est un problème qui arrivait là. Moi, je ne suis pas d'accord de ça. Une manifestation qui fait raison. Le ministre, dans son pas arrière de la danse Bafia, autorise les camions de sable et de livraison des marchandises à circuler avec le respect strict du kilométrage à 40 km/h.
Vous savez, un texte n'est pas définitivement bon. Il n'est pas définitivement pris. Il faut toujours revisiter le texte et l'adapter au contexte. L'accueil de la nouvelle est presque festif dans les carrières. On peut alors reprendre les pelles et jubiler bière en main. Vous avez tous vu ces images d'enfants sur des lits d'hôpitaux. C'est des enfants qui ont donc été victimes de cet accident de la circulation. Moi, je voudrais vous demander à vous, Georges-Alain Boyomo, qui était sur le terrain, tout au moins le journal Mutation, comment se passe la prise en charge de ces enfants? Qui les prend en charge et qui paye la facture? Ce sont les familles qui paient la facture. Je commence par le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Ce sont les familles qui prennent en charge les différents accidentés. Ma maison n'est pas loin des parages, par ailleurs, donc je sais un peu des gens qui ont perdu quelqu'un, qui ont arrêté un accidenté. Maintenant, les structures publiques sont là, c'est-à-dire que lorsque l'accident s'est déroulé, on a amené les blessés dans les structures publiques, notamment l'hôpital central de Yaoundé, l'hôpital de Biémassi. Bon, peut-être, ce qui est le sous-entendu de votre question, c'est que est-ce que l'État n'aurait pas pu se rattraper? C'est ce que j'allais demander à Félix Zogé. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se rattraper écoutez, pour un peu d'humanisme? Madame Yemelon, mais tout de même, voilà un véhicule, n'est-ce pas, qui est censé être assuré, n'est-ce pas, et qui va faire un accident sur la voie publique. Combien d'accidents sont-ils faits sur la voie publique? Imaginez-vous qu'à chaque fois qu'un accident se produise sur la voie publique, c'est l'État qui vienne s'occuper, n'est-ce pas, des malades. Maintenant, l'État peut le faire. Attendez, s'il vous plaît. Non, je veux dire... Robin Kili, par exemple, le ministre des Transports, s'est porté partie civile pour cette affaire-là. Ça veut dire qu'on peut commencer quelque part. Ça veut dire que s'il dit qu'il va porter plainte au nom des familles endeuillées, il peut également avoir comme un électrochoc par rapport à la... Bon, alors c'est pour ça que je disais le principe. Je disais le principe, c'est quoi? Le principe, c'est qu'un accident se déroule sur la voie publique, il y a des responsabilités civiles, voire même pénales. Oui. L'État n'est pas responsable, pénalement ni civilement. Maintenant, attendez, c'est ce que Georges-Alain dit. Maintenant, on peut estimer que dans certaines situations, par exemple... Dans un élan de générosité, oui, ils peuvent, parce qu'on est allé au chevet, parce qu'on a voulu se rattraper. Mais ne faites pas passer cela comme une obligation de la part de l'État. Il peut le faire, comme moi je peux le faire, comme je peux passer par là et dire, bon voilà, 500 francs pour acheter une boîte de compresse aux enfants. Merci, on termine sur ce sujet, Rodrigue Tanguay. Je suis désolé, mais il est de la responsabilité de l'État de s'occuper des citoyens. Encore que là, on parle de personnes sinistrées. Si l'État avait organisé la sécurité sociale, simplement, on ferait comme ailleurs, comme en Occident, où quand vous arrivez aux urgences, on vous prend en charge. Il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis, par exemple. S'il vous plaît, monsieur Zogo. Non, mais il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis. Est-ce qu'aux États-Unis, quand vous êtes victime d'un accident sur la voie publique, vous arrivez au service des urgences d'un hôpital public, on vous demande de payer des frais? Est-ce que ces enfants n'ont pas été pris en charge? On dit que c'est les familles qui payent les factures. Voilà. Oui, mais je dis dans les sociétés organisées, dans un État, quand on arrive aux urgences d'un hôpital public, on est pris en charge. Oui. On ne demande pas qui accompagne, qui a ramené le cadavre ou qui aurait ramené le blessé. Pas l'État. Parce que l'État s'est organisé pour une police, pour avoir les polices d'assurance nécessaires pour prendre les gens en charge quand ils arrivent au service d'urgence. Je crois que c'est la promesse qui a été faite par le président de la République quand il a lancé le Centre national des urgences à l'hôpital central. Je crois que la vocation de ce Centre national d'urgence, c'est de prendre les gens en charge quand ils arrivent au service d'urgence. Mais le Cameroun est un des rares pays au monde où lorsque vous... Mais c'est la question de fond. Oui, qui prend en charge financièrement les victimes de l'accident? Georges-Alain nous dit c'est les familles, c'est scandaleux. D'accord. On peut prendre en charge, juste un mot. On peut prendre, il y a une différence, monsieur Tongué. Entre la prise en charge quotidienne et tout le reste. Ne vous fâchez pas plus que les autres, mais je vous dis simplement, sinon vous pourriez faire croire que vous auriez un intérêt personnel. Donc je dis simplement que... Ah oui, en tant que citoyen. Non, bien sûr. Je dis simplement que, eh bien, il y a une différence entre la prise en charge médicale, et je conviens avec vous, que lorsqu'un malade arrive à l'hôpital et qu'il est en situation d'urgence, la prise en charge financière ne doit pas précéder
la prise en charge médicale. Voilà. Et derrière, voilà, alors il faut être circonspect lorsque mais c'est ce que j'ai dit. Et derrière, maintenant, il y a la prise en charge financière. Moi-même, voilà. pour l'information de l'initiative, il faut dire que ni prise en charge médicale, ni prise en charge psychosociale. Parce que je vois. Vous n'étiez pas là lorsque. Mais on ne s'est suivi. C'est dans son voisinage. Cabral Libya a la parole. S'il vous plaît, monsieur. Cabral Libya a la parole. Non, moi, je voudrais rappeler. On passe au sujet suivant. Allez-y. Il faut rendre à César ce qui est à César. Je vous ai dit, M. Robert, qu'il est quelqu'un de très émotif. Il ne s'est pas contenté de visiter. Il a donné des enveloppes. Super. Aux familles. À titre personnel. À titre personnel. Bien sûr, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on demande. Mais ça confirme donc que ce sont les familles qui prennent. D'accord. Et je ne peux pas laisser dire à M. Zogo, il laisse l'impression que l'État n'a pas l'obligation de s'assurer de ce que toute personne dans cette situation-là n'ait pas droit aux soins de santé. Non, c'est parce que je pense d'ailleurs. Ah, ok, tant mieux. Parce que je me souviens que le champion de leur parti, le RDPC, je crois que c'était en 97, à Mona Télé, avait dit, c'est écrit dans un document. C'était d'ailleurs un discours qu'il avait prononcé, que jamais il ne considérerait que son travail serait achevé tant que chaque Camerounais n'aurait pas droit. C'est aussi votre champion, puisque c'est votre président de la République. On va terminer. On va aller plus loin d'un mot. Cabral ne me refuse jamais. Vraiment d'un mot, on peut aller plus loin. Cabral a laissé son temps à Georges Alain. C'est peut-être une boîte de Pandore. La question des évacuations sanitaires. Madame Boutouan a eu le privilège d'être évacuée en Afrique du Sud. Combien d'autres Camerounais qui en ont bénéficié? Voilà, qui en ont Monsieur Bokam aussi. Voilà, Monsieur Bokam. Moi, j'en ai bénéficié. Il est décédé pour une affaire d'hémodialyse quelque part du côté du CHU. Je ne suis pas sûr qu'il y a eu la même mobilisation. Alors, pour les 2 secondes qu'il me laisse, je voudrais d'abord dire, Audrey, que moi j'ai toujours considéré comme absurde l'idée d'un centre national des urgences. Parce que je ne vois pas pourquoi les urgences, qui par vocation doivent être traitées tout de suite, ont besoin de tout un centre national. On partira de Marois pour venir se oui, donc pour moi c'est une annonce politique, c'est séduisant, mais ça ne séduit que ceux qui ne veulent pas y réfléchir. Et deuxième chose que je tiens à préciser, dans un pays comme le nôtre, la sécurité sociale, et c'est bien que M. Robert Kili, qui est aujourd'hui au transport, soit parti du ministère de la Sécurité sociale. Et il se retrouve aujourd'hui en train de donner des enveloppes à titre personnel dans sa fortune, que j'estime il gagne très honorablement et très honnêtement. Donc je précise que dans un pays comme le nôtre, il est plus que urgent qu'on asseye un système de sécurité sociale. Pas seulement pour des sinistrés comme cela, mais pour M. Zogo et pour moi-même. Pour le Camerounais lambda. Il faut que moi aussi, si je tombe malade aujourd'hui, il vient de dire, il l'a précisé, lui il a bénéficié, il dit bien, j'ai bénéficié. Vous avez droit. Il faut que j'ai l'assurance. Mais je ne vis pas dans l'assurance que si aujourd'hui on vous dit Cabral Libye, au sortir de cette émission, on fait un accident, je vais bénéficier de la même évacuation sanitaire. C'est à la tête du client. Et je crois que, non, on ne peut pas vivre dans un pays où les uns ont droit aux soins de santé et d'autres pas. Je pense que c'est un problème qu'il faut régler. En tant qu'agent public, a droit à une évacuation, une prise en charge médicale, selon les textes. Tous les Camerounais, je parle tous les Camerounais sont pas agents publics. Je parle principalement de Cabral. C'est à peu près 150 000 personnes seulement. Merci. L'État s'est arrangé pour ses employés. Maintenant, vous avez posé le problème de la sécurité sociale. Les employés, les propriétaires privés s'arrangent pour leurs employés aussi. Oui, mais bien sûr qu'il y a des assurances qui sont prises par des entreprises pour le compte de leurs employés. Vous le savez très bien. Alors, si la vôtre ne l'a pas faite, ça c'est son problème. C'est tant pis, merci l'État l'a fait pour ses merci agents. Messieurs, merci. On est obligé de passer à un autre sujet. On ne va pas terminer celui-ci. Je suis sûr qu'on y reviendra. Je vous suggère maintenant de parler de ces lions indomptables qui ont la crinière dans le vent. C'est vrai, elles ont été battues hier en finale de la CAN féminine par... on va dire, c'est leur ennemi de tous les jours, le Nigeria, qui a toujours su faire tomber les lions indomptables. Messieurs les Camerounais qui êtes sur ce plateau, je dirais que vous avez été un peu macho parce que je n'ai pas vu une déferlante de supporters comme si c'était une équipe masculine de football. Félix Zogo, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous commencez par moi? Il faut bien commencer quelque part. Non, les Camerounais sont loin d'être machos. Ils n'ont pas regardé les filles autant que les hommes. Non, je pense que le football féminin aujourd'hui est en phase de croissance au niveau de sa popularité à travers le monde. Lorsque une équipe de football féminin se produit, pour le moment, ce n'est pas encore la même liesse populaire que lorsque il s'agit du football masculin. La raison en est simple. Le football, son origine est d'abord masculine. Et c'est depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, nous nous en réjouissons. C'est un truc d'homme. Vous savez aujourd'hui où ces compatriotes dames sont arrivés à ce niveau, mais la satisfaction est générale. Depuis combien de temps, aucune sélection
nationale en football n'avait plus atteint une finale. Et après quel parcours? Après quel parcours? Donc cela fait la fierté de tous les Camerounais. Mais maintenant, je pense qu'on ne peut pas encore demander, n'est-ce pas, à un spectacle, à un match livré par les Lions indomptables du Cameroun, d'avoir le même spectacle que Cameroun-Sierra Leone. Non, le spectacle, non, je trouve qu'elle joue le même attrait, le même attrait au plan populaire. Par exemple. D'abord, vous savez qu'il y a des résistances au plan socio-culturel. Il y a des gens qui ne comprennent pas encore que les femmes puissent jouer au football. Il y a une question d'image sociale, c'est-à-dire une certaine tendance à la masculinisation des femmes qui jouent au football, qui peut ne pas être acceptée par tous les Camerounais, mais laisser le temps au temps. Et je pense qu'aujourd'hui, on verra d'ailleurs l'accueil qui leur sera réservé et on se rendra bien compte que les Camerounais ne sont pas aussi machos que cela. Et en 2016, on sera bien obligé de faire avec des multiples équipes de femmes. Et voilà donc, Carole, que le Cameroun s'est porté candidat d'abord pour organiser, c'est vrai que c'est une contrainte. Voilà, c'est une contrainte d'organiser d'abord des compétitions. Et vous savez ce que la CAF en dit? Non. La CAF classe les compétitions des femmes parmi les compétitions dites mineures. Et là, ce n'est pas les Camerounais, c'est la CAF. C'est une association d'hommes aussi, vous verrez. Donc, mais pour pouvoir organiser une CAN masculine, il faut avoir organisé soit une CAN féminine, soit une CAN junior, soit une CAN cadet. Donc, beaucoup. Nous allons accueillir en 2016 cette compétition féminine au Cameroun. Et il y a tout un comité qui a été mis en place par le gouvernement pour préparer cet important événement. D'accord. Jean-Alain, je viens à vous avec une question, parce qu'on a reparlé quand même des soucis de primes dans cette compétition. Ça rejaillit alors qu'il y a des textes du président qui organisaient déjà tout cela. Ça semblait être huilé. Mais à la faveur de cette compétition, on se rend compte qu'il y a toujours des bruits d'argent dans les affaires. Justement, moi j'ai cru que vous deviez parler de machisme des pouvoirs publics. Parce que quand il s'agit des hommes, on prend toutes les dispositions avant. 55 millions pour chaque lion. On a trouvé un dimanche. Un dimanche. Il y a même eu un communiqué du comité de normalisation lorsqu'il y a eu des micmacs. Or, pour le cas d'espèce, jusqu'aujourd'hui, personne ne peut dire avec une précision chirurgicale ce qui s'est exactement passé par rapport au prime de Lyon. Maintenant, je peux imaginer que le texte qui réorganise le mouvement footballistique qui date de septembre, je pense, peut-être qu'il y a encore un retard à l'allumage, mais au moins, ces dames ont été qualifiées au moins depuis un an pour cette coupe, donc des dispositions auraient pu être prises. Bien avant. Moi, je dis honte simplement à tout ce qui tourne autour de cette affaire-là. J'ai vu certains responsables à la télévision hier qui jubilaient lorsque nos lions faisaient de beaux gestes techniques, etc. Et je dois d'ailleurs dire que au-delà de ça, peut-être il y a également une actualité que nous allons aborder tout à l'heure qui est relative à l'organisation. Peut-être tout ça a contribué à ne pas faire forcément l'affaire des filles. D'accord. Messieurs, je vous suggère de regarder rapidement la réaction croisée avant de revenir sur ce plateau avec les autres intervenants. Il y a deux intervenants extérieurs qui se sont exprimés sur la question. Jean-Bruno Tanier, journaliste et écrivain que vous connaissez, et Luc Assamba, maire de Tinga et candidat à la Fédération camerounaise de football. C'est la réaction croisée au sujet de ces Lions indomptables réalisée par Ebel Olinga. Jusqu'à présent, les uns et les autres se comportent comme si ce texte du chef de l'État n'avait même pas encore été signé. Ils sont restés avec les vieux démons de cette improvisation en ce qui concerne la gestion des primes des joueurs quand ils doivent participer à une compétition. Parce qu'il est quand même incroyable que pour une équipe nationale qui préparait une compétition de plus belle lurette, qu'on en soit aujourd'hui à discuter encore des questions de primes. D'après mes sources, il y a eu 540 millions de débloqués. On a voulu remettre une petite partie au professeur Ouna qui a dit non, je risque de me faire ridiculiser par des enfants. C'est ça dans le Cameroun. Aujourd'hui, la peau est dure. Les gens ne sont pas prêts à lâcher ce qu'ils ont souvent manipulé dans le temps. Il faudrait que ce décret d'application soit rapidement appliqué. La horde de fonctionnaires et autres agents de la fédération qui accompagnent généralement les filles ou alors les hommes dans les compétitions internationales est payée rubis sur ongle. Avant de partir de Yaoundé, ils ont leur frais de mission. Je vous renvoie d'aller regarder la liste des délégations qui sont effectuées. Le billetteur est du ministère des Sports. Vous devez tous comprendre tout de suite que ceux qui souffrent le plus, c'est ceux qui ont géré cet argent pendant 40 ans. C'est quand même un peu ridicule que chaque fois on attende d'être dos au mur pour régler les problèmes de primes. Le chef de l'État a signé son décret qui entendait
régler définitivement ces problèmes de primes qui existent avec les équipes nationales de football, mais à l'épreuve des faits et au moment où on doit appliquer ce texte du chef de l'État, on se rend compte qu'il y a encore quelques vieux démons qui persistent et c'est quand même regrettable. Si on avait réglé cette affaire avant, on ne serait pas aujourd'hui en train de déplier. Donc, moi, je pense que la Fédération camerounaise de football a fait son boulot. Mais la preuve en est qu'il y a la présidente de la Commission nationale de football féminin qui, de par son langage maternel, a poussé les enfants au bout. Maintenant, les gens se réveillent tard. Cette équipe nationale de football féminin a eu une préparation quand même assez difficile, qui était mal logée dans un hôtel un peu quelconque, quelque part ici à Yaoundé, n'ont pas eu de sérieux matchs amicaux. Donc les filles sont allées chercher vraiment au fond de leur trip pour se retrouver aujourd'hui en finale contre le Nigeria. La FECAFOOT n'a pas joué le rôle comment? Elle a réuni les enfants. Il n'y a même pas eu le championnat avec tous les troubles qu'il y a. Elle a mis cette équipe de côté, elle a mis à la disposition de ces filles un entraîneur de manière permanente. Les filles étaient en Bankoum, tout ça c'était là. Et qui est auprès de ces filles depuis longtemps? C'est la présidente nationale de football féminin, Mme Sieneko, qui est présidente de la Fédération camerounaise de football et qui représente la Fédération camerounaise de football. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agit bien de Soleil Nyassa et non pas Lucas Samba, candidat de la Fédération camerounaise, à la Fédération camerounaise de football. Donc, messieurs, vous avez vu dans ces propos, sont indexés donc autour de la mauvaise gestion de cette équipe nationale. D'abord le ministère des Sports, la Fédération camerounaise de football aussi. La dernière a sans doute une excuse, comme vous le disiez, Georges-Alain Boyomo, elle est plongée dans le renouvellement de ses organes dans les départements. Et déjà, les premières sanctions sont connues puisqu'il y a des reprises qui sont prononcées dans le département d'une CAM, d'une Béré, du Bas-Meinougou et du Nyon et Kélé. Alors, Cabral Libi, je dirais avec vous qu'on a du mal avec le fichier électoral à la FECAFOOT? Absolument. Et peut-être avant, juste un mot sur les filles, pour dire que moi, je pense qu'il y a une seule raison qui justifie le délaissement des filles. C'est que jusqu'ici, il n'y avait pas un intéressement marqué, un intéressement politique marqué du chef de l'État. Vous savez, chaque fois que le président Biya s'intéresse à un secteur, ça devient le prétexte à toutes sortes d'exactions financières. Donc jusqu'ici, comme il ne s'y intéressait pas, il n'a jamais fait montre d'une volonté de récupération politique. Donc espérons qu'il vous regarde et qu'il va s'intéresser au football. Mais je vous dis maintenant qu'ils vont au féminin Canada pour la Coupe du Monde, maintenant que derrière il y a un comité sur pied, vous allez voir, vous vous rendez même compte que les gens vont s'attacher à ces filles plus qu'aux garçons, pour des raisons que nous connaissons tous. Par contre, sur les élections à la FECAFOOT, je suis dans le regret de vous dire, vous connaissez ma position sur la question. Non. Autant j'étais convaincu que le comité de normalisation m'avait déçu sur la gestion des affaires courantes et puis finalement sur la réécriture des textes, je suis une fois de plus outré par ce que le comité de normalisation fait avec l'organisation des élections à la base. Qu'est-ce que le comité d'organisation fait? Parce que si aujourd'hui nous nous retrouvons, je voudrais, vous avez cité les endroits où ça a été annulé. Oui. Vous n'avez pas cité le Djaïlobo. Oui. Je voudrais vous citer, voici un courrier qui a été envoyé au président du comité de normalisation par le président du comité local de normalisation, demandant l'annulation des élections au Djaïlobo. Djaïlobo, que vous connaissez bien pour d'autres raisons. Il dit, voilà une question qui pose au professeur Joseph Ougouna, M. Casimir Medio. À quoi aura donc servi la normalisation s'il faut revenir sur les vieilles habitudes de tricherie qui ont bloqué le fonctionnement normal de la FECAFOOT? Ça vient du Djaïlobo et c'est écrit au professeur Joseph Ougouna. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore dans les élections, il y a des tricheries. Des tricheries, vous me posez dans la question du fichier électoral. Figurez-vous que le président du comité de normalisation a signé un document, un communiqué, je crois, une directive, qui disait que les clubs créés à bout de bras et à l'emporte-pièce ne devaient pas participer aux élections. Donc notamment des départements où il n'y avait pas eu de club, où il n'y avait pas eu de championnat, étaient exclus du processus électoral. Oui. Comment ça se fait donc qu'un département comme le Djaïlobo, où il n'y a pas eu de championnat, il n'y a pas eu un seul club qui a fonctionné, on ait quand même réussi à faire signer au professeur Joseph Ougouna un collège électoral du Djaïlobo. Comment ça se fait? Avec l'un des clubs d'ailleurs comme président, Mme Eko Céline qui conduisait notre équipe, je me demande si avec une telle compagnie on aurait pu gagner contre le Nigeria. Donc je dis encore pas elle qui que soit, oui, parce que le comité technique d'organisation de ces élections se situe au On va aller vite, non, on va mais aller vite. Je vous parle du Djaïlobo, ce n'est qu'un exemple. Et c'est le cas pratiquement partout. Ça veut dire que l'organisation des élections échappe à la normalisation. C'est les mêmes tricheries qu'il y avait avant. Et ça se passe à la FECAFOOT. Comment ça se fait
que la normalisation puisse s'accommoder de ces pratiques qui ont justifié sa présence à la FECAFOOT. On laisse les mêmes personnes fabriquer des faux fichiers électoraux, introduire des clubs fictifs dans des élections, simplement, semble-t-il, parce qu'on prépare la réélection de quelqu'un. Mais ça ne se passera pas comme ça. C'est quand même... Je sais pas, oui, je suis simplement outré. Un mot sur la question. Oui, féliciter d'abord les filles. Oui. Quoi qu'elles aient perdu hier 0 but contre 2 contre le Nigeria. Il faut les féliciter d'être qualifiées pour la Coupe du Monde Canada 2015. Oui. Peut-être que ce sera une bonne rampe de lancement pour la Coupe d'Afrique 2016 à domicile. Et on espère qu'en 2016, face au Nigeria ou tout autre pays, le Cameroun remportera le trophée. D'accord. OK. Alors, Rodrigue, je repars à vous. Georges-Alain Boyomo, on s'achemine donc vers la désignation du président de la FECAFOOT, puisque les délégués sont en cours d'élection. Ça sera forcément d'ici la fin d'année. Qu'est-ce que la refonte va finalement changer? J'espère que vous n'êtes pas d'accord avec Kamran Libye qui pense qu'on a pris les mêmes pour recommencer et que les mêmes cas vont se produire. C'est vrai que, tels que les textes ont été ficelés, ils inclinent à penser comme Cabral, c'est-à-dire qu'on va prendre pratiquement les mêmes et on va recommencer. Peut-être pas les mêmes, mais au moins le même système qui sera porté par des gens plus ou moins proches du président Iya qui est maintenant en prison. Mais au-delà de tous ces problèmes liés aux opérations électorales à la FECAFOOT, il y a le problème de collèges électoraux et tout ça. Je pense qu'il faut questionner notre rapport à la démocratie. Malheureusement, la démocratie semble encore être un luxe pour nous. J'ai lu des papiers des journalistes sportifs sur cette affaire. Même quand les règles sont claires, même quand elles sont claires comme l'eau de roche, il y a toujours des contestations, des gens qui ne veulent pas s'arrimer aux résultats, même quand les jeux ont été très clairs. Donc, moi, ça m'interroge comme journaliste politique, parce que ce n'est pas uniquement une affaire de football. Même pendant les élections, toutes les élections ne sont pas mal développées. On peut toujours été contesté au Cameroun. Même dans nos associations villageoises, vous voyez, il y a des gens qui estiment que quand ils sont présidents, ils ont le droit de vie ou de mort sur leurs administrés. Ils peuvent changer les textes, ils peuvent modifier la Constitution, pour prendre le cas du président de la République, ou pour le président d'une association, modifier le règlement intérieur et les statuts. Donc, l'actualité, c'est le Burkina. Donc, je pense qu'au-delà de tout et le Congo démocratique, il faut interroger notre rapport à la démocratie. Je pense qu'on a encore beaucoup de pas à faire pour avoir une culture démocratique. D'accord. Merci Félix Zogo. Il parle d'un rapport à la démocratie, mais surtout peut-être un profil idéal pour ce candidat à la présidence de la FECAFOOT, parce qu'on a des enjeux qui arrivent. On a parlé de ces CAN 2016, on a parlé de la CAN Messieurs 2019, il y a aussi la Coupe du Monde 2014. C'est quoi le profil idéal pour vous? Enfin, idéal, peut-être je vais parler avec subjectivité. Je m'en excuse, oui. Je pense justement, merci de me poser cette question, parce que j'allais moi-même me la poser. Et vous me la posez, il faut regarder qui sont les candidats. Il y en a qui ne sont pas encore déclarés, dit-on. Voilà, ceux qui se sont déclarés déjà. Bon, pour ceux-là, naturellement, je ne les citerai pas ici, tout le monde les connaît. Vous me demandez le profil. D'abord, il faut connaître le secteur. Il faut connaître le secteur du football. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qui se passe dans le football, quelles sont les contraintes, quelles sont les particularités et quelles sont les spécificités même du football. Deuxièmement, il faut connaître les rouages, parce que le football, c'est d'abord une nébuleuse qu'il faut maîtriser. Il faut maîtriser ses arcanes. Et quand on a essayé de le dire de la sorte, il y a des candidats qui ne se sont pas encore prononcés. Et qui semblent être des candidats moi, je pense taillés à la mesure. Moi, je pense qu'il faudrait quelqu'un, n'est-ce pas, pour le moment, peut-être dans cette phase qui n'est plus une phase transitoire, mais en fait qui est une phase post-crise que nous venons de vivre. Il faut quelqu'un qui connaisse les rouages. Une minute, Cabral Libye, pour ce Oui, mais non, moi je voulais dire à la suite de M. Félix. Je vous donne une minute vraiment. Je pose ce que vous dites. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une forte expérience, quelqu'un qui a une vision, et quelqu'un qui a surtout le profil éthique brossé par les textes. Et c'est pour ça qu'il faut interroger aujourd'hui le processus électoral en cours. Parce que lorsque les gens réussissent à constituer un fichier électoral manifestement faux, sous le règne de la normalisation, ça veut dire qu'il y a déjà le verre dans le fruit. Et je crois que si on est encore en normalisation, il faut peut-être marquer un temps d'arrêt, et c'est une suggestion que je fais au comité de normalisation, pour expurger du système ceux qui sont en train déjà de le noyauter, pour que nous ayons au bout quelqu'un qui sera totalement en porte-à-faux avec le profil que vous venez de dresser, hélas.
Et donc, avec la permission de Carole, je pense qu'il faudrait quand même relever qu'il y a des élections qui ont été annulées. Bien sûr. Je suppose que c'est pour ces raisons. C'est pour cela qu'il faut marquer le temps d'arrêt. Vous avez fait une fixation sur un département. Non, je n'ai évoqué que l'Union et Kélé. Voilà, mais je vous assure, mais dans l'Union et Sceaux, tout proche, c'est exactement la même chose. Où des clubs, les seuls clubs qui ont même joué, ne sont pas dans le fichier électoral. Ça, c'est pour le cas d'Union et Sceaux. Peut-être on pourrait aller à la Lécré, on pourrait aller dans le Noun. Oui. C'est exactement la même chose. On pourrait aller dans le Nord, l'extrême Nord. Donc, je n'ai pris qu'un exemple, en fait, Alors, parce monsieur, que j'avais la documentation en face de moi. D'accord. Pour la dizaine de minutes qui nous reste, je vous suggère de parler de ces regains d'insécurité à la frontière, aux frontières du Cameroun, d'abord au Tchad et puis en République centrafricaine. On a appris hier qu'une vingtaine de personnes a été enlevée non loin de Garoua-Boulaye. Les auteurs du rap seraient venus de la Centrafrique voisine et ont donc emporté ces personnes. La semaine dernière, en semaine d'ailleurs, le jour parlait déjà de cet enlèvement d'un prêtre à Kenzou. C'est bien en territoire camerounais. Rodrigue Tongue, je commence par vous. La sécurité a pourtant été renforcée avec la création des bataillons et tout le reste pour que tous ceux qui sont en charge de cette sécurité soient plus proches des zones où cela se produit. Pourquoi est-ce qu'on en est encore là? Il y a un problème d'efficacité? Oui, mais disons que généralement, on est obligé de réagir seulement. Il s'agit d'attaques asymétriques, comme on dit souvent. On ne sait pas de quelle position les rebelles partent. Oui. On ne sait pas comment ils organisent, on ne sait pas quelle est leur stratégie. Donc, du coup, il est difficile de les combattre. On est parfois obligé d'attendre simplement qu'ils agissent pour qu'on réagisse. Oui. Mais malheureusement, quand ils agissent, ils enlèvent nos concitoyens, comme on le remarque. Il faut le regretter et simplement appeler à renforcer, à doter l'armée du Cameroun de plus de moyens pour pouvoir anticiper, mais davantage, comme on dit souvent, travailler sur le renseignement prévisionnel, parce que c'est simplement avec le renseignement prévisionnel qu'on pourra, dans des situations d'attaque asymétrique, anticiper sur les actions des rebelles et des grands bandits qui menacent la sécurité du pays. Merci. Alors, Georges Alain, le front commun s'est construit contre Boko Haram, mais aussi des négociations pour le cessez-le-feu que le messager annonce s'être tenu sans le Cameroun, ni le Niger, avec Idriss Déby du Tchad à la manette. Cela doit avoir une conséquence sur notre diplomatie? C'est clair, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus le front commun. Le front commun est né du sommet sur la sécurité qui s'est tenu à Paris. Oui. Il s'agissait bien de la sécurité au Nigeria. Les autres États sont simplement venus se greffer pour assurer la sécurité au Nigeria. Question de s'attaquer au mal à la racine, parce que Boko Haram, c'est d'abord une affaire du Nigeria. Oui. Maintenant, il y a eu d'autres réunions qui ont suivi le sommet de Paris. Et puis, un matin, on se lève avec un accord de cessez-le-feu où le Cameroun n'a pas participé de manière active. Donc, on s'interroge surtout sur le rôle que joue le Tchad par rapport à cette situation-là, surtout que il y a des informations qui nous viennent des personnes qui sont qualifiées en la matière, qui disent que le Tchad sert de base arrière à cette secte obscurantiste. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'attaque du côté du Tchad. Le Cameroun ayant clairement refusé des services de base arrière et de corridors de passage des armes destinées à la secte. Le Cameroun est donc la cible de Boko Haram. Merci. Alors, docteur Félix Zogo, je vais partager avec vous cette déclaration de Mathias Eric Onanguini dans le quotidien Le Messager. Cette semaine, il dit que le jeu du Tchad contre Boko Haram n'est pas clair. Alors, est-ce que ça veut dire que le fait qu'on ne sache pas pour quelle durée le cessez-le-feu a cours, il y a encore le timing de l'application de cet accord, le rend vraiment flou? Écoutez, vous savez que vous ne pouvez pas attendre de moi que sur les antennes de votre télévision, que j'émette des critiques à l'encontre d'un pays qui est un pays ami, qui est un pays frère et qui est un pays partenaire. Donc, non, j'avouerai simplement que je n'ai pas suffisamment d'informations pour commenter ce que mon collègue le docteur Mathias Onanguini dit. Oui. Je m'en tiendrai à ce qui se passe de façon officielle. Qu'est-ce qui se passe de façon officielle? Oui. Le Tchad est partie prenante à la stratégie concertée de lutte contre Boko Haram. Maintenant, est-ce que cette stratégie concertée est exclusive des stratégies, on va dire, bilatérales entre des États, ou alors des stratégies unilatérales? Est-ce que ces différentes stratégies seraient-elles antinomiques?
eh bien, je ne connais que la stratégie concertée qui est connue. Maintenant, le reste, je ne les connais pas, mais Georges Alain a relevé quelque chose sur lequel je voudrais revenir pour peut-être appuyer également cela. On constate, c'est un constat, donc ça on peut le dire, il n'y a pas de problème à le dire. Oui. Les deux victimes de Boko Haram, enfin les deux cibles privilégiées de Boko Haram, c'est d'abord son épicentre, naturellement le Nigeria, oui. Et ensuite le Cameroun, et c'est tout. Ni le Niger, ni le Tchad, encore moins le Bénin à l'ouest, ne font l'objet d'attaques de Boko Haram. Pour le Nigeria, on peut le comprendre, eh bien, ils ont leurs problèmes internes au Nigeria. Maintenant, pour le Cameroun, on peut chercher à comprendre. Certains ont parlé de complicité, il faut tout de suite évacuer cela. Boko Haram a intérêt à attaquer le Cameroun parce que le Cameroun représente de par sa position géographique sa meilleure base arrière, mais également, il l'a dit, n'est-ce pas, le canal par lequel, le corridor par lequel, n'est-ce pas, ces approvisionnements en provenance du Soudan notamment, en termes d'armes, transitent. Mais donc, il y a aussi les otages, non, qu'on ne peut pas éluder. À partir du moment où le Cameroun dit « je ne marche pas dans cette méthode, dans cette manière de faire », il devient forcément la cible privilégiée de Boko Haram, ce qui n'est peut-être pas le cas des autres pays, pour le Tchad et pour Alors, le Niger. Cabral Libby, sur le terrain, les combats se poursuivent malgré donc cette annonce de cesser le feu. Le reporter du jour a cité une multiplicité de tirs d'obus, des frappes aériennes sur des villes camerounaises, tant camerounaises que nigérianes. On a vu en début de ce programme, Ghislain Pierresson nous parlait de ce rap d'une 60aine de jeunes filles contre une pseudo-dot. Alors, est-ce que cela peut distraire nos troupes sur le terrain? Non, surtout pas. Je pense qu'il faut encourager notre armée qui est sur le terrain. Et quand je le dis, ce n'est pas que j'aime tant l'armée ou pas, c'est que ce sont des êtres humains qui sont là-dedans. Ce sont nos amis, nos camarades, nos frères et autres qui sont en train de décéder sur un champ de guerre. Et tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est qu'ils la remportent et que ça s'arrête et qu'ils ne se laissent pas distraire. Par contre, sur les annonces sur le cessez-le-feu, il y a quand même eu deux annonces, à la fois du côté tchadien et du côté nigérian. Oui. Donc la première interrogation, c'est alors que nous avons été menés en bateau le 18 mai en France, où nous nous sommes retrouvés sur la même table avec ses partenaires, M. Zogo, comment ça se fait que quelques mois seulement après, alors que nous nous sommes attendus à Paris, qu'eux, ils commencent à faire des choses sans nous. Ça veut dire que soit il y a déjà un complot contre nous, soit il y a quelque chose qui nous échappe. Mais de toute façon, il y a beaucoup d'interrogations parce que rien, mais alors rien, ne justifie que le Cameroun, qui n'était pas concerné dans une guerre, s'y engouffre et soit lâché par ceux au secours de qui il est parti. Ça me paraît quand même bizarre. Et c'est pour ça que vous avez bien fait de citer Dr Ounangini tout à l'heure. Oui. Parce qu'il n'a eu de cesse de dire que lui, il était très inquiet sur ce qui se passait au nord. Et que lui, il sentait que certaines puissances étrangères étaient, jour après jour, en train de concocter quelque chose qui finirait par se refermer sur le Cameroun. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Parce que je note que pendant que notre diplomatie reste très sage et très discrète, la diplomatie tchadienne, elle est devenue offensive. Oui. Ils prennent les devants maintenant pour vous dire même ce que vous faites. Parce que c'est eux qui annoncent que c'est dans le cadre de leur négociation de cessez-le-feu que les 27 otages camerounais ont été libérés. C'est surtout le silence de la France qui a accueilli ce sommet-là. Mais voilà, pourquoi depuis la France qui nous a réunis? Mais alors à la va-vite, c'était quand même à 2 jours de notre fête nationale que notre chef d'État, comme un enfant, a été traîné en France. Mais je le dis comme ça, je sais que ça peut choquer, mais je l'ai dit à l'époque. Moi, j'étais opposé à cette visite, mais bon, comme on ne nous écoute jamais. Mais voilà où ça nous mène maintenant. Est-ce que nous sommes en train de nous acheminer inéluctablement vers quelque chose qui se referme sur le Cameroun? Parce que comment ça se fait que le Nigeria ait négocié un cessez-le-feu et 2 jours après, on attaque le Nigeria? Alors, ça veut peut-être dire qu'il y a plusieurs Boko Haram désormais au Nigeria. Un qui est resté fidèle au Nigeria et un autre qui attaque le Cameroun. Mais maintenant que le corridor que M. Zogo a évoqué est désormais fermé, parce que notre armée est quand même efficace. Qu'est-ce qui explique que l'armement du Boko Haram soit de plus en plus sophistiqué? Parce qu'on apprend que désormais, ils ont un armement qu'ils n'avaient pas au début. Peut-être qu'ils ont un nouveau corridor, allez savoir. D'accord, merci. Alors, Rodi Tong, je vais terminer par vous, puisqu'il nous reste une minute pour boucler cette émission. Europe Plus annonce 3 généraux au front dès ce week-end, en principe, c'est ce que le journal dit, les généraux René-Claude Meka, Elo Kobi et Mahamat, pour impulser une approche différente de la stratégie de lutte contre Boko Haram. Ça change un peu dans la perception du déploiement du Cameroun? Oui, c'est bien que
des chefs de troupes, et dans le cas d'espèce, le chef d'état-major des armées, aille mobiliser. Protocole au pied levé. Oui. Parce qu'il y a eu des tirs. Aille mobiliser les troupes sur le terrain. On a demandé, le messager a demandé que le président de la République aille à Marois, peut-être rendre visite aux soldats dans les casernes, mais à défaut d'avoir le président, si on peut avoir le chef d'état-major des armées, je crois que c'est bien pour le moral des troupes. Et on sait bien que avant d'être physique ou technique et même stratégique, la guerre est d'abord morale et mentale. Si les troupes se sentent soutenues et par le peuple et par son chef ou le chef des armées, ce serait pas... Et vous disiez que dans le principe, les généraux ne vont pas au front. Les généraux ne sont pas faits pour aller au front. Ils sont faits pour penser la stratégie en avant. Non, ce n'est pas le front. Le front n'est pas à Marois. Ils peuvent y aller de temps en temps. Et on a d'ailleurs mis à la tête de la 13e région militaire qui est basée à Marois, pas un général, mais un colonel, c'est-à-dire quelqu'un qui a encore des choses à prouver, quelqu'un qui a encore quelque chose dans les trucs. Donc c'est ça le principe. Je ne suis pas un spécialiste en question, mais je peux quand même y aventurer de temps en temps. Alors, messieurs, merci d'avoir accepté dans notre invitation. Nous terminons cette émission par une pensée que je partage avec vous. L'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de sa pensée. C'est une pensée de Léon Blum, à méditer donc au courant de cette semaine. Et peut-être pour vous, Rodrigue Tongué, qui sera mardi devant le tribunal militaire, vous irez peut-être dire là-bas jusqu'au bout de quoi vous avez pensé. Il s'agit de quoi exactement? Encore faut-il que je sache de quoi je suis accusé. Je sais que un huissier de justice m'a servi une citation à inculper. Je serai donc inculpé. Donc vous êtes déjà inculpé? Oui, je serai donc inculpé. Vous avez été préalablement entendu? Non. D'après ce que le juge, d'après ce que l'huissier m'a dit, je suis appelé chez le juge d'instruction du tribunal militaire mardi à 9h à m'expliquer sur des informations que je détiendrai et qui menaceraient la sécurité de l'État. On le saura avec vous donc mardi prochain. Merci d'avoir regardé, mesdames et messieurs. À la semaine prochaine, monsieur.